Aujourd'hui, nous parlons d'un endroit que nous connaissons toutes, notre lieu de travail. Pourtant, derrière nos bureaux, derrière ces usines, ces ateliers, ces postes de travail, il y a souvent des souffrances invisibles. Anxiété, stress, harcèlement. Aujourd'hui, avec Dr Sonia Koblavi, psychiatre, nous allons explorer ces réalités qui sont trop souvent tues. Et nous allons savoir comment, nous en tant que femmes, nous pouvons préserver notre santé mentale dans un milieu professionnel. Je suis Dr Maëva Bediwenia, docteur en pharmacie, mais aujourd'hui, je suis une sœur, je suis une amie, je suis une femme. Et je pose des questions que nous, femmes, n'osons pas toujours poser. Aujourd'hui, nous allons ensemble tenter de mettre des mots, MOT, sur nos mots, MAUX. Bienvenue dans À mots découverts. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Sonia Koblavi. Bonjour docteur, Bonjour docteur. comment allez-vous? Très bien, merci. Ok, je sais que d'habitude, c'est vous qui posez la question et que d'habitude, c'est vous qui êtes plutôt à poser des questions. Mais aujourd'hui, vraiment, nous sommes heureux de vous avoir ici. Et sans plus tarder, je vais vous demander en quelques mots, pour que nos followers qu'on vous connaisse, de vous présenter. Comme vous l'avez dit, je suis la docteure Sonia Koblavi. Je suis médecin psychiatre et j'ai, après avoir été psychiatre généraliste, je me suis spécialisée dans une branche de la psychiatrie qui s'occupe des enfants et des adolescents, la pédopsychiatrie. D'accord, Autre chose, c'est que j'exerce en libéral. d'accord, Voilà. ok. On peut Donc, je dire, suis à mon compte. d'accord, on peut dire où plus exactement? Une structure privée qui s'appelle la Clinique Saint-Albert. D'accord, que vous avez fondé, de ce que j'ai compris. Oui. Moi, j'ai une question un peu intrusive, déjà pour commencer. Pourquoi la psychiatrie, docteur Koblavi? Alors, la psychiatrie, parce que bon, j'ai fait médecine. D'accord. Quand on fait des études de médecine, on passe dans toutes les spécialités. Mhm. Et quand je suis arrivée en psychiatrie à l'époque étudiante, je me suis rendu compte que la psychiatrie, c'était pas du tout ce que je croyais. D'accord. Mm. Vous croyez D'accord? quoi auparavant? Ah ben, j'avais tous les stéréotypes que vous connaissez, que je ne vais pas D'accord. répéter ici. D'accord. D'accord? Oui. Hein, mais oui, j'étais comme tout le monde. D'accord. Euh, et puis en plus, dans la prise en charge thérapeutique de la psychiatrie, en psychiatrie, ce qui m'a intéressée, c'est que c'est multidimensionnel. D'accord. C'est-à-dire que comme tous les médecins, bien sûr, on fait de la prévention, on fait du soin, Mhm. donc on pose des diagnostics, on prescrit des médicaments, Mhm. mais notre prise en charge ne s'arrête pas là. Il y a un autre volet qui concerne tout ce qui va chercher à faire en sorte que le patient soit dans un état de bien-être. D'accord. Pour ça, on va regarder avec le patient ce qui se passe un petit peu chez lui. Mhm. Donc, c'est l'ensemble des psychothérapies, où là, le patient, effectivement, est très actif, puisque c'est lui qui va trouver ses stratégies. Mhm. Et puis, il y a l'autre volet de ce qui est extérieur, Mhm. c'est-à-dire les conditions d'insertion dans l'environnement social du patient. Mhm. Et donc, il fait intervenir d'autres acteurs aussi, comme bon, des travailleurs sociaux, le domaine professionnel ou le domaine scolaire. D'accord. C'est vrai que quand je vous ai vu, ça contrecarre un peu l'image qu'on a du psychiatre rigide et qui met des camisoles de force. Malheureusement, on a encore ces stéréotypes-là. Euh, Aujourd'hui, on parle de psychiatrie, de santé mentale un peu plus. Euh, je prends mon vécu. Il y a 20 ans, on n'en parlait pas autant. Vous pensez que la psychiatrie est de plus en plus ouverte à tous? Vous pensez que les gens s'informent parce qu'ils sont moins résilients, parce que on est plus faible, la santé mentale est plus fragile? Qu'est-ce que vous pensez de cette ouverture sur la santé mentale en général? Dans la définition de la bonne santé de l'OMS, il y a quand même la notion que la bonne santé, ce n'est pas juste l'absence de maladie. Exactement. C'est aussi un état de Bien-être, bien-être qu'on voudrait complet. bien sûr. Et donc, ce bien-être-là fait intervenir donc
le bien-être physique, Mhm. mental et social. D'accord. Donc, si on parle plus de la psychiatrie et de la santé mentale en général, c'est peut-être aussi parce que tout le monde se rend compte que, effectivement, ça participe à la bonne santé en général. D'accord. Je ne pense pas que ce soit que les gens soient moins Moins résilient. résilients, plus fragiles. Non, je pense que c'est que les gens prennent mieux soin d'eux. D'accord. Enfin, c'est mon espoir en tout cas. D'accord. D'accord. Et aujourd'hui, notre thème, c'est la santé mentale dans le milieu professionnel pour les femmes. Pourquoi la santé mentale au travail aujourd'hui est un sujet important pour nous, pour tous? Alors, si on revient à la définition de l'OMS qui inclut dans la bonne santé l'aspect bien sûr physique, mental, mais inclut aussi l'aspect social. Mhm. Or, le travail est une composante importante Mhm. de la bonne qualité de l'insertion d'une personne dans son environnement. Mhm. Là, on est dans le cadre d'une association qui milite pour le bien-être des femmes. C'est ça. Donc, je vais un petit peu insister sur l'importance de la bonne santé mentale au travail des femmes, Mhm. parce que les femmes ont, en règle générale, sur le plan social, la charge de tout ce qui est pris en charge De la famille. de la famille et notamment des enfants. C'est ça. Et les enfants ont besoin d'une maman qui soit en bonne santé. C'est ça. Donc ça, c'est pour ça qu'il est important, effectivement, que une femme au travail soit en bonne santé. L'autre aspect aussi, c'est que quand même les femmes sont quelquefois dans des situations qui sont un petit peu moins avantageuses. D'accord. À salaire égal, elles ont souvent, à travail égal, pardon, Elles ont un elles ont salaire souvent un salaire inférieur. inférieur, tout à fait. Et puis, il y a aussi tout le poids de notre culture, en fait, qui fait que c'est vrai qu'on peut noter une certaine condescendance du genre masculin par rapport aux femmes, qui ont donc plus d'efforts à faire pour montrer qu'elles sont capables, et qui malheureusement aussi ont souvent des postes qui ne sont pas des postes à responsabilité et qui sont donc facteurs de fragilité. D'accord. Et donc, vous abordiez cette charge mentale de la femme. C'est vrai que quand on en parle aujourd'hui, on a l'impression que c'est un sujet à la mode. On a l'impression que c'est un peu une nouvelle lubie des femmes d'en parler. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur la charge mentale? Qu'est-ce que c'est en vérité? Est-ce que c'est une pathologie? Est-ce que pour tout le monde, pour qu'on puisse statuer une bonne fois pour toutes pour cette charge mentale? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est... Non, la charge au travail, non, ce n'est pas une maladie, sauf quand on se retrouve dans des situations où c'est excessif. Ok, Et là, quel que soit le genre, c'est difficile. d'accord. Hein. Et dans l'intérêt même de l'entreprise, avoir mm, un, un travailleur qui est en bonne santé mentale, ça permet à D'être plus l'entreprise efficace. d'avoir un travailleur qui est productif. Exactement. C'est valorisant pour le travailleur. Mhm. Et une entreprise en bonne santé fait, et puis en général, les travailleurs aussi sont dans de meilleures conditions. Mhm. Oui, c'est un cercle vertueux. D'accord. Et selon vous, selon ce que vous voyez, est-ce que vous avez l'impression qu'au fil des années, en Côte d'Ivoire, la santé mentale au travail est abordée comme il se doit? De la place où je suis, Oui. oui, dans la mesure où il y a beaucoup de collaboration avec les médecins du travail, D'accord. les médecins des autres spécialités, qui, quand ils ont géré ce qui pouvait dysfonctionner dans leur domaine Mhm. et qu'ils voient qu'ils n'ont pas de résultats satisfaisants, Mhm. de plus en plus, oui, ils n'hésitent pas à référer les patients vers les psychiatres. D'accord. Et les patientes que vous voyez, est-ce qu'elles viennent plutôt spontanément ou est-ce qu'elles viennent justement parce qu'elles ont été référées par un autre spécialiste? Il y a tout. Il y a de Il y tout. a, il y a- il y a de, il y a de tout. En proportion, est-ce que vous avez l'impression d'avoir des femmes de plus en plus proactives
qui sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas au travail, donc elles viennent directement vers un psychiatre ou elles passent toujours par la case du médecin du travail, le généraliste, et puis ensuite elles vous sont adressées. J'ai envie de dire c'est équilibré. D'accord, Il y a des personnes qui vont venir parce que elles sont dans un environnement qui va faire et puis elles vont pouvoir venir comme ça spontanément. d'accord. Euh, mais la plupart, en fait, vont aller voir un médecin Mhm. en disant il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. D'accord? Et je pense que si les confrères adressent plus facilement vers les psychiatres, Mhm. qui, on doit bien le dire, sont un petit peu stigmatisés, Un tout petit peu. oui, parce qu'il faut encore pouvoir que le Mhm. confrère puisse dire, Mhm. moi j'ai fini, D'accord, je pense avoir réglé ce que j'avais à régler, mais il y d'accord, a encore un petit quelque chose à régler et il faudrait aller voir d'accord. un, Un un psychiatre. psychiatre. Alors, à ce sujet, j'ai eu une patiente, mais il y a quelques années, Mhm. qui arrive donc parce que son médecin du travail avait beaucoup insisté, Mhm. et puis quand on finit, elle me regarde et puis elle me pose la question, mais comment je fais pour sortir? Mhm. Parce que pour elle, c'est une clinique psychiatrique. Et donc elle est enfermée. Non, 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 d'accord. mais les gens vont la voir sortir. Ah, d'accord. Donc elle a D'accord? peur vraiment tout de suite de la stigmatisation. Voilà. Ok, Et donc, je lui ai juste dit qu'il y a un cardiologue qui consulte en même temps que moi. d'accord. Et là, ah ben bon, ça va alors. Donc, Je peux dire que je viens de chez le j'ai cardiologue. plus rien à dire, je sors. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Donc on a encore cette peur en fait d'être stigmatisé. Mais De- je pense que petit à petit, Ça a commencé à ça être. s'améliore. D'accord. Hein. Ok. D'accord. Et les patientes que vous voyez, c'est vrai que quand on parle de santé mentale, de charge mentale, on a l'impression que c'est un peu des maladies de riches. Alors, on a l'impression que c'est cadre supérieur, voilà, le profil cadre supérieur, bon, quelqu'un qui est assez nanti. Quel profil de femme vous recevez en fait dans vos consultations? Est-ce que c'est monsieur et madame, c'est madame tout le monde? C'est-à-dire Oui. au niveau social. Oui, c'est Madame Tout le monde. Ça va effectivement du cadre supérieur Mhm. à la femme d'un gardien, Mhm. euh, une petite auto-entrepreneuse qui fait de la tchéquère. D'accord, Non. d'accord. Oui, il y a tout. Il y a de tout. Il y a de tout. Et ces femmes-là, est-ce qu'elles arrivent avec le même... c'est-à-dire, les femmes cadres, est-ce qu'elles arrivent avec plus de mots? Est-ce qu'elles savent plus ce qui se passe qu'une femme peut-être qui est moins lettrée? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a cette différence-là aussi en termes de, d'appréhension de ce qui se passe, de la situation? Alors, on va jouer sur les mots. D'accord. Mhm. Pour ce qui est des mots MAUX, Mhm. euh, on n'est certes pas égaux devant la maladie, mais ça n'a pas il n'y a pas de lien, selon moi, Mhm. avec le niveau social. D'accord. Donc là, c'est équivalent. Maintenant, dans la façon de le dire D'accord. avec les mots MOTS, D'accord. euh, oui, c'est sûr que il y en a qui sont plus à l'aise Plus que à l'aise, d'autres expliquer ce qui se passe. parce qu'elles manient, par exemple, plus facilement le français. D'accord. Euh, mais non, quand on prend le temps, les personnes arrivent très bien finalement à dire ce qui ne va pas. D'accord. Elles arrivent, oui, oui, il n'y a pas D'accord. de... Non, non, on n'a pas de difficulté particulière. Ok. Et en termes d'exposition, est-ce qu'une femme dans un bureau est plus exposée qu'une femme dans une usine ou dans un atelier? Ça dépend de l'environnement. D'accord, ok. Donc ça ne... Si l'environnement est toxique, que je sois dans un atelier ou dans un bureau, ce D'accord. sera Dans un salon de difficile. coiffure aussi, par exemple. Oui, D'accord. euh, ça dépend effectivement de l'atmosphère du salon, des compétences aussi de la personne, D'accord. et puis aussi de la gestion du personnel de la personne, du management en fait. Hein. D'accord. Oui. Ok. Mhm. Donc tout le monde est exposé, on va dire. Tout le Tout le monde monde peut l'être. est Tout le monde peut susceptible l'être, de... oui. D'accord. Mhm. Ok, d'accord. Alors moi, il y a des notions que j'ai découvertes qui m'ont interpellée. Donc c'est le burn-out.
Alors, le burn-out, on n'en parlait pas tant que ça il y a une quinzaine d'années, mais aujourd'hui, on en parle beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est, le burn-out? Alors, le burn-out, c'est un épuisement au travail D'accord. qui va être dû à une charge de travail importante et un défaut d'organisation, que ce D'accord. soit du fait de la personne ou de l'extérieur, c'est-à-dire j'ai beaucoup de choses à faire, Mhm. je n'ai pas la latitude, les outils qu'il faut pour prendre les décisions. D'accord. Voilà. Hein. Ok. Donc là, effectivement, la personne va finir par s'épuiser. D'accord. Ce qui va favoriser aussi cet épuisement, ça va être aussi si l'environnement qui est autour n'est pas porteur. D'accord. On a dit tout à l'heure, si l'environnement est toxique, Mhm. ben, la personne va assez rapidement se retrouver en difficulté. D'accord. Si par contre, l'environnement est plus porteur, plus bienveillant, Mhm. donc c'est l'environnement de travail, bien Bien sûr, sûr. mais c'est aussi l'environnement social en général. D'accord. Ok. D'accord? Ça joue et ça fait qu'effectivement, il y a des professions où on travaille beaucoup, D'accord. les professions libérales, Ok. où effectivement Il y a plus une tendance. c'est est moins forte parce que ce sont en général des professions où les personnes ont fait le choix de faire cette profession-là D'accord. et ont une latitude décisionnelle quand même importante puisque Ok. c'est eux qui sont les décideurs. D'accord. Ok. Voilà. Donc, il y a une notion d'organisation et de hiérarchie aussi qui intervient dans le, dans Oui, le burn-out. dans le burn-out, oui, D'accord. ça va dépendre aussi du management qui est autour. D'accord. Oui. Et quels sont les signaux? Est-ce qu'il y a des signaux physiques? Un signe qui montre qu'il y a effectivement une souffrance, un épuisement, ça va être que quand la personne est loin du travail, Mhm. elle va bien. D'accord. Donc, penser qu'il faut aller au travail dès le dimanche soir pour certains, le Mhm. lundi matin pour Mhm. d'autres, voire même quelquefois le samedi soir Mhm. pour d'autres encore, l'anxiété commence à monter. D'accord. Par contre, en fin de semaine, Mhm. le vendredi, pour ceux qui finissent le vendredi soir ou le samedi, pour ceux qui C'est finissent le une toute samedi, autre personne. la personne se sent mieux. D'accord. Donc, un des signes, c'est plus je m'éloigne du travail, mieux je vais. D'accord. Ça veut dire que effectivement, le travail me fait souffrir. D'accord. Et comment différencier, bon, je sais que c'est tout un diagnostic, mais là, juste un léger stress d'un burn-out. Un stress au travail qui est, on va dire, gérable d'un burn-out. Alors, un stress au travail qui est gérable, Mhm. ça veut dire que quand la situation s'est posée, Mhm. parce que pour définir simplement le stress, je dirais que le stress, c'est la capacité de s'adapter à une situation nouvelle. Donc, quand cette situation se pose, la personne arrive à trouver des solutions. D'accord. Donc, ben, la charge descend D'accord. et revient à la normale. D'accord. Dans le cas d'un burn-out où la personne est épuisée, Mhm. en fait, elle n'arrive plus à gérer son stress. D'accord. Elle n'arrive pas à trouver de solution à ce Elle n'arrive stress. pas à trouver de solution. Et bon, je disais tout à l'heure qu'on voit bien que quand elle va s'éloigner du travail, elle va aller mieux. Mais on va avoir aussi des troubles du sommeil. D'accord. Un stress passager qui est réglé ne va pas entraîner de troubles de sommeil. D'accord. D'accord? Ok. Voilà. Donc, cette situation difficile a des répercussions sur la santé, même physique de la D'accord. personne. En parlant de répercussions sur la santé physique, est-ce que chez les femmes, il y a une symptomatique qui est assez atypique ou est-ce que c'est les mêmes symptômes chez tout le monde? Oui, ce sont les mêmes symptômes, mais ils ne seront pas dits de la même façon. D'accord, C'est ok. tout. D'accord. Est-ce que chez les femmes, il y a plus tendance à mettre peut-être l'envie de rester à la maison auprès de ses enfants? Est-ce il y a des excuses parfois qu'on trouve qui pourraient expliquer un burn-out Non. lié peut-être à la maison, aux tâches domestiques, aux enfants? Alors là, la problématique, ce n'est pas une excuse, là. D'accord. C'est que la personne n'arrive plus à gérer, j'ai envie de dire, ces deux casquettes. D'accord. D'accord? Donc non, ce n'est pas une excuse. D'accord. Elle est en difficulté parce que, je dis, un enfant malade, par exemple,
qui ne peut plus aller à l'école, Mhm. et il faut organiser la prise en charge de cet enfant à la Mhm. maison, oui, ça va la mettre en difficulté par rapport à son travail. Mais ce n'est pas une excuse. D'accord. C'est vraiment... C'est une réalité. Oui, c'est une réalité. D'accord. Mais comme elle est Faut le dans dire un aux environnement... employeurs. Oui, comme elle est dans un environnement social Normal. qui éventuellement est suffisamment cadrant et apaisant pour elle, et cet environnement-là doit aussi essayer de trouver des Des solutions. solutions. D'accord. Je vous ai entendu dire, il faut le dire aux employeurs, oui, sauf que l'employeur n'est pas responsable de ce qui se passe à la C'est maison. sûr. Et oui, la famille, par contre, Et- doit se mobiliser. Et en D'accord. règle générale, on est encore dans un environnement où la famille se mobilise. D'accord. Et on parle de burn-out, mais j'ai aussi découvert bore-out et brown-out. Alors, le bore-out, c'est l'ennui. D'accord. Voilà, c'est-à-dire l'ennui au travail. D'accord. C'est-à-dire que la personne va être affectée à des tâches qui sont répétitives, qui ne, ne sont pas très intéressantes. Ça va être aussi que la personne n'a pas suffisamment de responsabilité. D'accord. Et donc, elle s'ennuie au travail. D'accord. Au point où ça devient pathologique? Oui, vous connaissez l'expression la mise au placard. C'est ça. Dans des techniques, effectivement, éventuellement de harcèlement, par exemple, oui, on peut limiter le travail de la personne en ne lui donnant plus rien à faire. D'accord. Et celui qui va travailler pour travailler et qui n'a rien à faire, c'est un stress important. D'accord. Mhm. Et ça, c'était une problématique qui, quand elle est traitée, est-ce que l'employeur est mis au courant? Puisque c'est un vécu, c'est l'impression d'être mis au placard, comme vous le dites. Est-ce que le thérapeute prend la responsabilité d'ouvrir une discussion, par exemple, avec le médecin du travail, de sorte à ce que l'employeur soit au courant de ce genre? De toutes les façons, dans les règles de prise en charge des personnes, des salariés, par exemple, à partir d'un certain délai d'arrêt maladie, on fait un rapport médical au médecin du travail. D'accord. Le médecin du travail donc, va servir d'interface entre l'employé et l'employeur. D'accord. Bien évidemment, en gardant voilà. la limite du secret, dans la limite du secret médical. Dans la médical. limite du secret médical, bien sûr, et en sachant effectivement quelles sont les tâches que cet employé-là a, et on essaye effectivement après d'aménager la reprise du travail de façon à ce que, effectivement, si on se rend compte que cette personne-là est sous-utilisée, ne vous inquiétez pas que l'employeur, lui, il va y remédier. Oui, ça je sais. je crois comprendre, oui. D'accord. Et le burn-out alors? On entend moins parler du burn-out. Oui, là, c'est plus... la personne est démotivée, le travail a perdu de son sens, en fait. D'accord. Pour des raisons éventuellement de conviction. D'accord. Je suis dans un environnement de travail et ce que je fais me heurte un petit peu parce que en termes de valeur, par exemple. Voilà, voilà, j'ai une petite fibre écologique et puis bon, je suis dans une entreprise qui respecte pas trop. D'accord. D'accord. Et je comprends plus très bien ce que je fais là. Donc oui, c'est comme si à un moment, oui, il y a une perte d'énergie quelque part et je n'arrive plus à faire ce qu'on me demande de faire. D'accord. Voilà. Et ça, du coup, c'est un peu moins pathologique que les deux autres sujets. Ah, ça fait souffrir quand même. Ça fait souffrir. Ça fait souffrir. Je travaille dans un environnement qui va à l'encontre par exemple, de mes valeurs. Oui, ça me fait souffrir. D'accord. Et on peut découler sur des pathologies beaucoup plus graves. Oui. Tout comme après un burn-out et après un bore-out. Oui, en fait, dans les complications qu'on va avoir, ça va être des complications anxieuses, des complications dépressives, effectivement. D'accord. Ok.
D'accord. Mais il y a autre chose aussi. Oui, dites-moi. Il y a autre chose On est là pour apprendre. Dites-moi tout. qu'on appelle le blurring. D'accord. C'est une espèce de flou, un manque d'étanchéité entre Mhm. la sphère privée et la sphère professionnelle. D'accord. On a beaucoup vu ça avec le télétravail, D'accord. où les personnes effectivement travaillent de chez elles. Ok. Euh, et quelquefois, ce manque d'étanchéité là va faire que la personne va être sursollicitée Ouais. et n'arrive plus à faire la part des La part des choses. choses. Donc, il y a un Et déséquilibre vie privée, vie voilà. professionnelle. D'accord. Et ça aussi, ça fait C'est... souffrir parce que ça va être, par exemple, à 23 heures, je vais travailler encore. À 2 D'accord. heures du matin, je réponds à un mail. Enfin, voilà. Hein, D'accord. voilà. Bon, ça, j'ai l'impression que c'est de la pathologie de beaucoup de cadres et beaucoup de travailleurs actuellement, hein, du coup. Mais on n'a pas tous la même capacité à gérer, c'est ça. Voilà. Ça va devenir pathologique chez des personnes qui le gèrent moins bien. Oui, parce que ça devient éventuellement très intrusif. C'est-à-dire que dès 7 heures du matin, si on vous demande, on vous interpelle pour un tel ou tel sujet, à 23 heures pareil. Alors, il y a pas très longtemps, j'ai une dame qui est, a été sollicitée comme ça à 22 heures. Alors, elle essaye d'abord de dire à la personne que c'est peut-être pas le moment. Mhm. D'accord? Et pendant qu'elle envoie le message pour dire ben, demain, dès la première heure, je vous appelle pour. La personne voit qu'elle est en train de répondre et appelle tout de suite et puis s'énerve. Euh, ben, là, elle lui a fait comprendre que c'était pas le moment. Ouais. C'était particulièrement inadapté. Il n'avait pas fini de gérer sa colère, ce monsieur. Eh ben, elle l'a géré à sa place. D'accord. Elle lui a dit au revoir très gentiment. Et Mhm. puis, elle a repris le cours du travail le lendemain matin. D'accord. Mais ça, c'est quelqu'un qui Qui a a pu... compris D'accord. et qui ne se laisse pas déborder, D'accord. effectivement. Donc, en Ça fait, là, s'apprend. il faut qu'il y ait une notion de savoir dire non. Ah, De bien savoir sûr. dire, ça, c'est ma limite. Oui, effectivement. Est-ce que vous faites de la sensibilisation en entreprise? Est-ce qu'il y a de plus en plus? Parce que c'est vrai que parfois on peut mettre la faute sur un employeur, mais quand lui-même il a vécu ça et qu'il ne sait pas qu'il faut pas le faire, comment est-ce qu'on vous sensibilise? Est-ce que vous avez ça comme initiative d'aller sensibiliser les employeurs à la limite pour que les employés soient équilibrés aussi? Alors, on ne peut pas se permettre d'aller sensibiliser si on n'est pas invité, mais C'est ça ça. arrive. D'accord, ça Ça arrive. arrive effectivement que les employeurs demandent quand même à avoir des informations. D'accord. Simplement parce que l'ignorance, je pense que pour eux, l'ignorance n'est pas une excuse. C'est ça. Voilà. Effectivement, il y a un salon, je ne sais pas si vous le connaissez, du capital humain, qui traite de ces problématiques-là de santé mentale au travail. C'est clair que quand on regarde dans l'auditoire, tous les patrons sont étonnés de savoir que ça ne se fait pas ou ça se fait. Donc, ce serait vraiment important de mettre l'accent dessus parce que je pense qu'eux-mêmes gagneraient à le savoir pour Oui. éviter beaucoup de problèmes avec l'inspection du travail et tout ce qui en suit. Parce qu'on a beaucoup axé les prises en charge sur les maladies C'est physiques, ça, sur la sécurité au travail, et ça, c'est une bonne chose. c'est ça. Mais quand on revient sur la définition de la bonne santé, effectivement, il y a l'aspect de la santé mentale qu'il faut prendre en charge. C'est ça. Mm. D'accord. Et concernant le harcèlement, alors je sais que c'est un sujet qui est qui est très polémique, qui fait polémique. Le harcèlement. Alors, il y a le harcèlement moral, mais il y a aussi le harcèlement sexuel. Quelle est la différence entre les deux? Le harcèlement, le harcèlement en règle générale, c'est l'ensemble des attitudes qu'on pourrait avoir contre une autre personne, euh, des attitudes agressives, violentes, humiliantes, D'accord. que ce soit par des mots, que ce soit par des gestes Mhm. ou des sanctions inutiles. Mhm. Donc ça, c'est le harcèlement en règle générale.
Et pour ce qui est du harcèlement sexuel, c'est tout ce qui va avoir une connotation sexuelle, en fait. D'accord. Et donc, c'est pareil, c'est un regard un peu concupiscent qui est totalement inadapté, euh, un, euh, des réflexions qu'on puisse se permettre de faire sur euh, l'autre, D'accord. que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, hein, parce Oui. que il arrive aussi qu'il y ait des hommes qui soient harcelés Ça, sexuellement, c'est sûr. Hein. euh, et ou jusqu'au passage à l'acte, en fait. D'accord. Voilà. Ok. Et est-ce que vous êtes, vous avez cette double casquette de pédopsychiatre? Est-ce que parfois on voit des femmes et on se dit, ah, elle est trop fragile, ça c'est sûr qu'elle va vivre du harcèlement. Est-ce que euh, dès l'enfance, il y a des profils comme ça qui se dessinent avec des caractères, où on se dit, oulala, elle, en entreprise, ça sera la victime numéro un. Est-ce que on peut se permettre de réfléchir comme ça? On peut s'autoriser éventuellement, mais je ne pense pas que ce soit, je pense pas que ce soit vrai. Mais c'est vrai qu'en fonction de l'éducation qu'on va avoir, on va être plus ou moins permissif. D'accord. Effectivement, dans les groupes d'adolescentes, il y a une sensibilisation à faire pour qu'elles apprennent que, que dans le domaine sexuel, le consentement est nécessaire. D'accord. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire je consens. Mhm. Est-ce que c'est juste j'ai dit oui, et puis une fois que j'ai dit oui, je ne peux plus dire non? Mhm. Eh bien non. D'accord. Le consentement, c'est je dis oui, je continue de dire oui, et je dis encore oui. Mhm. Si j'ai commencé par dire oui, et puis qu'après je ne veux pas, j'ai le droit de dire non, je ne veux pas. D'accord. Oui, ça. Une Mais ça, sensibilisation oui, c'est une sensibilisation à faire. à faire Maintenant, est-ce dès qu'il y le a des jeune âge. femmes qui sont plus... bon, je vais faire une petite pirouette. Effectivement, une jolie femme va être éventuellement plus intéressante pour un plus grand homme, éventuellement. Mais Mhm. c'est pas pour ça qu'on va la harceler. D'accord. Et vous pensez que le harcèlement, c'est relatif à une personne? Dans un environnement de travail, on peut avoir deux femmes qui ont le même patron, qui subissent les mêmes choses. Et l'une estime que le patron, bon, voilà quoi, il est un peu colérique, mais bon, c'est tout. Et puis l'autre peut vivre vraiment une situation de harcèlement. Est-ce que c'est possible d'avoir ces cas de figure? Oui, bien sûr. D'accord. Chacune va vivre cette interaction avec son histoire personnelle. D'accord. Celle à qui on a appris que de toutes les façons, c'est normal qu'un patron crie, Mhm. ben, elle va pas forcément trouver que c'est anormal, mais ça ne veut pas dire qu'elle va pas souffrir. D'accord. Ok. D'accord. Mais bon, elle va peut-être essayer de rationaliser pour dire, bon, c'est D'accord. normal. La gestion est différente. La gestion va être différente, oui, D'accord. mais je pense que la souffrance est là dans Et les deux réel cas. aussi. Mhm. D'accord. Quand on a échangé, vous parliez de cette approche parfois qu'on peut avoir hein, de genre, où on se dit le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel d'une femme, il est vécu forcément d'un homme envers une femme. Mais je pense que vous m'avez expliqué que c'est pas toujours le cas. Non, Parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on a deux collègues femmes qui se chamaillent très souvent, et qu'il y en a une qui se plaint, on dit ça, c'est des histoires de femmes, vous les gérez entre vous. Et c'est très vite balayé du revers de la main. Mais parfois, dans ces situations même de femme à femme, il y a aussi ces cas de harcèlement. oui, puisque dans le harcèlement, il y a une violence d'une personne qui est dominante Mhm, vers une personne qui est dominée par l'autre. Vous avez des femmes, bon, on a dit tout à l'heure qu'elles n'étaient pas nombreuses, qu'en tant que femmes, on n'était pas suffisamment nombreuses à être à des postes de responsabilité, mhm, mais qui sont à des postes de responsabilité. mhm. Et oui, elles peuvent harceler de la même façon. D'accord. Cette violence-là n'est pas l'apanage des hommes. Quelle est la limite? Comment on fait pour reconnaître un management toxique d'un management exigeant? Vous parliez tout à l'heure de toxicité. Donc, comment on fait pour savoir qu'un patron est exigeant? Enfin, comment on fait la différence entre un patron exigeant un patron qui harcèle? L'exigence ne veut pas dire que cette personne-là va parler sur un ton méprisant. D'accord.
la personne exigeante va parler sur un ton ferme, par exemple, D'accord. va éventuellement écouter, va donner des directives qui sont claires. Ok. Celui qui harcèle ou qui entretient un environnement toxique va parler sur un ton, Insultant. par exemple, insultant. Il va mettre la personne en difficulté en l'humiliant, par exemple, devant tout le monde. D'accord. Il y a de l'agressivité, il y a de la violence dans le harcèlement, D'accord. qu'il n'y a pas dans un management qui est exigeant. D'accord. Le manager exigeant va éventuellement aussi, s'il voit que la personne est en difficulté, donner les outils pour D'accord. pouvoir réaliser la tâche qu'on lui a demandée. Mhm. Le manager qui harcèle, il vous demande de faire quelque chose, il ne vous donne pas les outils. D'accord. Voilà. Ok. Donc, il y a tout un processus d'accompagnement. Un management exigeant, il y a quand même un processus d'accompagnement derrière. Selon moi, oui. D'accord. Je suis exigeant parce que je veux avoir un résultat de bonne qualité. D'accord. D'accord. Celui qui harcèle, il veut juste détruire la personne qui est en face. D'accord. Voilà. Ok. Et quelles sont les conséquences de ce harcèlement? Est-ce qu'il y a les conséquences sont pathologiques? Quelles sont les pathologies qui peuvent découler d'un harcèlement? Alors, il va y avoir bien sûr une grande anxiété, une perte de confiance en soi, des dépressions. D'accord. Et dans les conséquences, j'ai envie de dire, on est là dans le cadre des prises en charge plutôt des femmes, ça va avoir des répercussions sur la sphère privée, D'accord. où la personne, effectivement, va avoir du mal à gérer ce qui se passe à la maison, à gérer son environnement social. Et oui, ça fait tache d'huile. D'accord. Mhm. Et comment vous vous accompagnez les femmes qui sont victimes de harcèlement? Est-ce qu'il y a une prise en charge thérapeutique déjà? Est-ce qu'il y a des médicaments qu'on donne aux femmes? Est-ce qu'il y a un traitement médicamenteux ou est-ce que c'est plus de la thérapie? Alors, comme je disais au tout début, dans les prises en charge en psychiatrie, c'est multidimensionnel, il y a les 3 volets. D'accord. Donc, en fonction du tableau clinique Mhm. et des manifestations qu'on va déceler, s'il y a besoin de mettre un traitement médical et de prescrire un produit pharmacologique, on va le faire. D'accord. Maintenant, il y a aussi, au niveau de la personne, comment elle va gérer sa difficulté. Autre chose qu'on fait aussi systématiquement quand on voit ce genre de situation, on éloigne quand même la personne de la source D'accord. Là, d'agression. j'allais en venir. Bah J'allais y oui, venir. c'est S'il la y a première des chose. arrêts qui sont Voilà. tout comme pour le burn-out, on ne Oui, l'a pas oui. abordé, mais Si, il y a des il y a arrêts. des arrêts. Voilà. D'accord. Il y a des arrêts Mais maladie. est-ce que ces arrêts sont motivés au niveau de l'employeur? Est-ce Oui. qu'on dit j'arrête parce que la personne fait un burn-out? On le dit au médecin On le dit au médecin. D'accord. qui se charge de Donc, voir ce qui se passe. donc l'employeur, par exemple, peut se retrouver face à un cas où l'employé est arrêté sans réellement savoir s'il a décidé, il ne veut pas que le médecin du travail en parle à son employeur, ne pas connaître la cause en fait de cet arrêt. Alors, Est-ce que c'est possible? ce qui va se passer, c'est Mhm. que s'il y a burn-out, ça veut dire qu'il y a quand même un dysfonctionnement De au niveau l'organisation. de l'organisation d'entreprise. Ok. Et donc, ça fait partie du rôle du médecin aussi, D'accord. du travail. Le médecin du travail aussi, il est garant aussi de la bonne santé Bien sûr. des salariés. Et donc, comme on a dit, bonne santé, c'est physique et mentale. D'accord. Donc, oui, le médecin va transmettre les informations qu'il faut. D'accord. Hein. La législation du travail ici en Côte d'Ivoire prend en compte effectivement les arrêts longue durée. D'accord. Donc, le travailleur est quand même protégé. D'accord. Ça, c'est bon à savoir. Et concernant le harcèlement sexuel, est-ce que les femmes, la plupart du temps, n'osent pas en parler? Vous pensez que c'est lié à quoi? C'est un contexte plutôt socio-culturel qui oblige les femmes à se cacher un peu de ce genre de situation? Ou que Oui, pensez-vous de cette je pense que ça ouverture? reste tabou. Mhm. Euh, et puis, il y a une tendance aussi à trouver que les personnes exagèrent un petit peu. Exactement, C'est c'est pas ça. On entend grand-chose. souvent ça.
Oui, oui, d'accord, il t'a fait une remarque un peu grivoise, mais non, c'est pas. Sauf que la personne à qui on a fait cette remarque-là, il y a aussi tout le comportement que l'autre va avoir, D'accord. euh, qui est plus ou moins explicite, plus ou moins vu par l'environnement. Donc oui, il y a une tendance à vouloir dédramatiser. Et malheureusement, dans ces cas-là, euh, alors que la personne est agressée, c'est elle qui doit expliquer que elle est agressée. Ouais. Euh, Motiver, en fait, son voilà, agression, c'est ça. on va avoir tendance à éventuellement lui demander, mais qu'est-ce que tu as fait? Ouais, Pour exactement. quelle raison est-ce qu'il s'est Il fait pas autorisé? ça à l'autre, Il pourquoi il fait fait pas ça à à toi? l'autre, mais pourquoi tu es rentré dans son bureau? Exactement. Euh, Pourquoi tu as porté cette tenue, hein, ça arrive, hein. Exactement. Mhm. Ce à quoi j'ai envie de répondre, dans les pays où les femmes sont voilées, Mhm. euh, la problématique Ouais. existe. Donc, ça ne s'est pas Donc, lié vraiment. je pense pas. D'accord. Et est-ce que vous avez des cas où les femmes arrivent et vous savez tout de suite qu'elles simulent un cas de harcèlement moral ou sexuel? Quelle est votre posture par rapport à ça? Ou d'un burn-out ou d'une D'une quelconque pathologie pathologie en règle sur générale. son lieu de travail? Alors, ce serait prétentieux de ma part de dire que je le sais tout de suite. D'accord. Non. Mais c'est vrai que quelquefois, on se rend compte que la personne simule, ne dit pas les choses. Mais ce à quoi je réponds, parce que quelquefois, il y a des confrères, il n'y a pas longtemps, il y a un confrère qui m'a fait la remarque par rapport à ça. Euh, je lui ai répondu qu'en fait, si la personne simule, ça veut dire quand même qu'elle a un problème. Tout à fait. Donc, ce problème-là, on pourrait peut-être le... Mérite d'être exploré. Oui, il faut le régler. D'accord. Elle ne l'exprime pas bien. Mhm. Elle l'exprime avec les outils qu'elle pense pouvoir utiliser en se disant, la maladie va m'aider, le médecin va m'aider. Oui, le médecin va l'aider, mais peut-être pas forcément comme elle l'avait prévu. D'accord. Voilà. D'accord. Et Alors, si votre question était de savoir, est-ce qu'on lui dit au revoir, madame, exactement, vous est-ce qu'on lui mentez? dit Ah non, exactement? on ne lui dit pas ça. D'accord. Non. Mais est-ce que vous lui faites comprendre que ce pourquoi elle est venue, en fait, ce n'est pas le cas, mais il y a autre chose à explorer? Oui, elle-même, on arrive effectivement à ce que la personne elle-même touche du doigt la vraie problématique, D'accord. hein, en lui disant, mais cette solution-là n'est pas la bonne Ce n'est pas solution la bonne parce que solution. ça ne va pas permettre qu'on fasse une prise en charge efficace pour vous. Oui. D'accord. Et concernant la réinsertion, par exemple, de femmes qui ont vécu des burn-out, des dépressions au travail, comment se passe la réinsertion? Est-ce que vous essayez, avec le médecin du travail et l'employeur, de réinsérer au mieux? Et quels sont les outils que vous utilisez pour mieux réinsérer? Parce qu'il y a cette appréhension aussi. Tu quittes un travail pendant un certain nombre de mois ou de jours parce que tu as une pathologie mentale, entre guillemets, il y a aussi cette peur de revenir avec une stigmatisation de ah, la fragile, à la folle. Donc, comment on fait pour accompagner cette réinsertion professionnelle? Alors, comme je vous l'ai dit, nous, en tant que médecin traitant, on travaille avec le médecin du travail Mhm. et la réinsertion peut se faire de diverses façons. Euh, Déjà, en fonction de la cause de la souffrance au travail, s'il faut faire des réaménagements de poste, on donne un avis en disant il faudrait faire un réaménagement de poste. Si la personne doit reprendre progressivement parce que il y a encore des difficultés qui ne sont pas gérées, on va faire aussi des aménagements de temps de travail. D'accord. Hein. Mais ça, c'est surtout le médecin du travail qui va trouver des solutions en demandant éventuellement aussi, effectivement aussi à la personne. Hein, Tout à fait. s'il faut faire un réaménagement de poste, qu'est-ce qu'elle souhaite et voir dans quelle mesure la société peut aménager comme il faut. D'accord. Est-ce que vous êtes D'accord. heurté parfois à des sociétés qui disent non, on n'a pas envie de réaménager son emploi du temps,
on a des résultats à atteindre. C'est pas du tout dans l'optique en fait de nous faire atteindre ces résultats-là. Donc non. Est-ce que vous êtes déjà heurté à ce genre de situation? Oui, mais en règle générale, avec le temps, ça se gère. D'accord. Avec le temps, ça se gère. euh, Parce que je vous le dis, les médecins du travail, euh, en règle générale, ils font ce qu'ils ont à Ils font faire. ce qu'ils ont à faire, oui. Voilà. Tout à fait. Donc oui, l'employeur peut rechigner un petit peu, mais ça, en règle générale, il s'en occupe. Mais il y a des fois où ce n'est pas possible, en fait, hein. Mhm. Où, par exemple, on va proposer un télétravail pour diverses raisons, et le télétravail n'est pas possible, par exemple, pour des raisons de confidentialité, des choses comme ça. Mais même dans ces cas-là, le médecin du travail va trouver une stratégie, hein, D'accord. pour permettre à la personne de reprendre progressivement. Parce que c'est vrai, si elle est restée longtemps à la maison, Ouais. il faut qu'elle puisse reprendre Se progressivement. réinsérer, oui, tout à Voilà. fait. Tout à fait. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des cas où vous avez incité votre patiente à avoir recours soit à l'inspection du travail, soit à la justice, parce on rentrait vraiment dans des cas qui étaient du ressort en fait de la justice, par exemple, en termes Je peux de pas dire, je peux pas, harcèlement sexuel, par exemple. voilà, je peux pas dire qu'on incite, Mm. mais on explique ce qui est possible de faire. D'accord. Et effectivement, là, quand on arrive dans quelque chose qui est, oui, de l'ordre du viol, par exemple, là, mais là, c'est un petit peu différent, oui, D'accord. hein. Mais bon, les personnes prennent leurs décisions. D'accord. Donc c'est pas vous, par exemple, vous n'avez pas obligation de déclarer, par exemple, si vous êtes sûr qu'il y a eu viol, vous ne pouvez pas vous entreprendre Non, on a d'aller affaire à vers dans des, la voie légale. on a affaire à des adultes, là. D'accord. Donc, dans le Il cadre faut leur d'enfants, consentement. Ouais. oui, dans le cadre d'enfants, là, c'est un petit peu différent. Là, on fait D'accord. des signalements au niveau des services sociaux, des choses comme D'accord. ça. Ok. Mais dans le cadre des adultes, non. Et même si vous voyez que je creuse un peu, hein, parce que même si vous voyez que la personne n'est dans tous les cas, n'a pas suffisamment de force, on va dire physique ou morale ou mentale Ben, pour y aller. on va travailler à ce qu'elle puisse le faire, D'accord, ok. hein. Mais D'accord. c'est la personne qui doit Qui doit le prendre faire. sa décision, parce D'accord. que ce sont des processus qui sont longs, douloureux, puisque, comme on l'a dit, euh, alors que la victime vient se plaindre, Mhm. on lui demande aussi de justifier. Oui, Donc, c'est difficile, en fait. Donc, il d'accord. faut que la personne soit prête. D'accord. Voilà. Mm. Et Mais il y a des travailleurs sociaux aussi qui sont là qui pour sont ça. là pour ça. Mhm. Tout à fait. Et puis des juristes. C'est ça, tout à fait. Puis des ONG aussi qui accompagnent. Voilà. Exactement. Et quels sont les freins, on va dire, en règle générale, que vous observez par rapport à la santé mentale de la femme au travail? Quels sont les freins que vous avez identifiés? Est-ce qu'ils sont culturels? Est-ce qu'ils sont liés plutôt à la personne? Est-ce que ce sont des freins qui sont individuels? Oui, il y a des freins individuels, il y a des freins, comme vous l'avez dit, qui sont culturels, c'est-à-dire que vous allez voir deux stagiaires qui arrivent dans une entreprise. euh, Puis je dis stagiaire, mais ça peut même ne pas être des stagiaires, mais il y en a une à qui on va dire va faire le café. D'accord. D'accord? Laisse tout ça, toi va t'occuper du café. Ouais. Alors qu'éventuellement, il y avait une présentation, quelque chose Oui, oui, oui. à faire. Donc, et donc, vous souriez parce que effectivement, même quand on n'est pas stagiaire, Même quand on n'est pas stagiaire. Moi, ça m'a toujours choqué quand on arrive, qu'il y a un déjeuner, eh ben, on dit les femmes servaient. Voilà. ben oui, Voilà. Ça m'a toujours choqué. Je me souviens avoir dit à un collègue un jour, mais je suis pas ta femme. Non, on n'est pas à la maison, on est notre lieu on de est sur le lieu travail. du travail. Mais Tu vas te servir. oui, mais encore, là, on vous a dit les femmes servaient, mais Oui, la plupart du temps, même on beaucoup, exige. non, non, vont se lever elles-mêmes pour aller Oui, servir. c'est ça. Il y a ça C'est aussi. ça. Donc, oui, il y a l'environnement, oui, l'environnement, l'éducation, l'environnement culturel en général, qui fait que une femme, euh, effectivement, va être en difficulté parce que souvent, euh, elle va se sentir obligée de montrer qu'elle est capable de. Ok. Voilà, hein. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a aussi cette double casquette
qu'il faut en permanence endosser. C'est-à-dire, même si on est sur le lieu de travail, il faut toujours montrer quand même comment on est une bonne femme de foyer, qui sait prendre soin des gens. Est-ce que vous avez l'impression aussi qu'il y a cette pression-là supplémentaire pour les femmes au travail, Oui, dans notre contexte? oui, c'est probable, effectivement. Mhm. Euh, mais en même temps qu'on leur dit ça, euh, quand on va les recruter, on, euh, il- on est capable aussi de leur dire, bon, ben là, vous venez d'avoir un CDI, Mhm. donc je compte sur vous pour ne pas tomber enceinte. Oui, ça c'est le classique. Ben non, Mhm. on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Mhm. Donc, vous voulez que je me comporte comme une femme au foyer, comme vous le dites, parce que ça vous arrange au moment de servir le café. Et Mhm. puis ensuite, on dit non, 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 là, il faut rester très professionnel, il faut rester très présent, surtout qu'en plus, je m'excuse, mais la grossesse, c'est pas une maladie. Tout à fait. Les congés maternité sont bien encadrés Tout à fait. par la CNPS. Et après la fin de ces congés maladie, la dame, elle revient et puis elle travaille, hein. Voilà. C'est ça. Mm. Exactement, tout à fait. D'accord. Donc, on va un peu vers la fin de cette interview. Si une femme qui nous écoute aujourd'hui est en difficulté dans son travail, quel premier pas simple vous lui conseillerez de faire? Si elle a un médecin du travail, d'aller vers le médecin du travail. Si ce n'est pas le cas, essayez effectivement d'aller dans un environnement où elle pourra avoir une écoute. D'accord. Voilà. Mm. Est-ce que, à quel moment intervient le psychiatre? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être prises en charge par le médecin du travail, de l'écoute, etc. Ou est-ce que à partir du moment où on a un stress, une anxiété, on adresse directement au psychiatre Non, le médecin du travail est un médecin, donc il y a des choses qu'il peut gérer, qu'il oui. peut gérer? Quand il voit après qu'il y a une prise en charge plus globale qu'il faut faire et qu'en fait, il n'est pas suffisamment outillé pour le faire, il va référer. Et D'accord. puis ensuite, chacun, effectivement, fait ce qu'il a à faire. C'est-à-dire que le médecin du travail va toujours œuvrer à ce que les travailleurs soient en bonne santé, en préservant aussi les intérêts de l'entreprise. Mais comme on a dit tout à l'heure, moi, je pense qu'il y a un cercle vertueux, c'est-à-dire que le travail ne doit pas rendre malade. Mhm. Euh, le patient, la personne qui est en bonne santé va mieux travailler et à la fin de la journée, il va être plus productif et l'entreprise va être en bonne santé. D'accord. Mais ça, c'est le médecin du travail qui, bon, Qui peut, est à même armé de pouvoir. pour effectivement démontrer l'intérêt D'accord. de ce type de prise en charge. D'accord. Et si vous aviez des conseils à donner aux employeurs ivoiriens concernant la santé mentale des femmes, mais on va dire globalement, la santé mentale des travailleurs, quels conseils pourriez-vous leur donner? Est-ce qu'il y a il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez attirer leur attention, des alertes? Quand on sait que la souffrance au travail va être due aux conditions de travail, à l'organisation du travail et au management, on voit que les employeurs peuvent faire beaucoup. Ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que c'est vrai que c'est bien de soigner, Mhm. mais c'est mieux de prévenir. Tout Et à fait. donc, mettre en place des stratégies pour que les conditions de travail soient satisfaisantes, que le salarié puisse s'organiser correctement et avoir un management de qualité, euh, c'est mieux pour C'est mieux pour l'entreprise. l'entreprise. Et ça lui coûtera moins cher d'ailleurs. C'est sûr. Et pour terminer, quelle serait votre phrase clé pour résumer l'importance de prendre soin de sa santé mentale en tant que femme sur son lieu de travail? Jusque la santé, c'est la vie. D'accord. La santé, c'est la vie. Voilà. D'accord. Et en Et il tant faut une vie de bonne qualité. D'accord. Mm. Et en tant que femme, l'équilibre santé professionnelle, santé mentale à la maison, santé mentale au travail, quels conseils donneriez-vous pour que les femmes puissent mieux gérer ces deux aspects-là de leur santé? De ne pas oublier que leur bonne santé est de leur responsabilité.
Euh, L'idée, quelquefois, qu'on se sacrifie pour ceci ou pour cela, euh, non, parce que les autres n'ont pas forcément demandé ça. D'accord. Sur le plan professionnel, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle veut? Elle ne veut pas qu'on se sacrifie pour elle. Elle veut juste avoir de bons résultats, Tout à fait. selon moi. Dans la sphère privée, les enfants, qu'est-ce qu'ils veulent? Les conjoints, les amis, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est avoir une relation de bonne qualité avec quelqu'un qui est en bonne santé. Tout à fait. Donc, qu'elle pense à elle. Quelle C'est pensée elle. important. C'est très important. Ouais. Merci beaucoup, docteur Koblavi. C'est moi Sur qui ce- vous remercie. Sur Je cette vous belle remercie phrase. beaucoup de m'avoir invité. Merci à vous, parce que j'ai eu la primeur de vous avoir sur ce plateau, j'ai l'impression. Donc, je suis une privilégiée. Merci à vous. Et puis, comme vous l'aurez compris, nous avons reçu vraiment de précieux conseils de la part du docteur Koblavi. Aujourd'hui, prendre soin de soi sur son lieu de travail, c'est aussi important. C'est très important même, je dirais. Et rappelez-vous, mesdames, que votre santé mentale vaut mieux que n'importe quel poste. Vous étiez sur Amo Découvert. À très bientôt pour un nouvel épisode.